Inter. Karine Bécard, le 6-9 de l'été. L'invité du grand entretien ce matin, le coordinateur de la France Insoumise, le député du Nord, Adrien Quatennens. Les Insoumis ouvrent demain leur université de rentrée dans la Drôme cette année, dans la commune de Châteauneuf-sur-Isère, une petite bourgade d'hiver droite pour un rassemblement résolument de gauche, puisque malgré les restrictions sanitaires, des socialistes, des communistes, des écologistes, entre autres, ont été invités et seront donc officiellement représentés. Alors faut-il y voir l'amorce d'une nouvelle stratégie politique ? Vos remarques, vos analyses, vos questions au 01 45 24 7000. Le standard, comme chaque matin, vous êtes évidemment ouvert. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je voudrais commencer, Adrien Quatennens, avec votre réaction à ce qui est en train de se passer au Mali. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, ce que l'on voit se passer au Mali, et nous le disons depuis un certain temps, c'est que la solution au Mali, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, n'est pas une solution militaire, mais une solution politique. Et on observe que le peuple malien est mobilisé pour sa souveraineté dans un pays où, vous le savez, l'État est exsangue depuis longtemps, les services publics manquent, ont disparu pour beaucoup. Donc nous observons cela avec beaucoup d'intérêt et nous voyons surtout un peuple mobilisé. Et pour nous, en toute hypothèse et à chaque fois, la solution, c'est le peuple. Un petit mot encore, quel doit être éventuellement le rôle de la France dans cette crise ? En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne faut pas faire d'ingérence ni au Mali ni ailleurs. J'observe qu'Emmanuel Macron, à plusieurs reprises ces derniers jours, s'est senti autorisé en quelque sorte à beaucoup commenter ou à interroger des processus en cours dans certains pays. Au Mali comme ailleurs, il faut laisser le peuple faire et il faut se porter garant de cela, c'est-à-dire apporter l'aide si elle est nécessaire pour que les choses puissent se faire librement et que le peuple puisse s'exprimer et retrouver sa pleine souveraineté. Vous savez, la France est engagée au Mali depuis plusieurs années, depuis 2015, sans qu'on voit véritablement les objectifs poursuivis et le résultat. Il est certain que le résultat sur place doit être une solution politique et non pas une solution militaire. Alors je le disais, toute la gauche sera présente à votre université de rentrée à partir de demain, même Place Publique, que je n'ai pas encore cité, même le NPA et même le mouvement de Benoît Hamon, Génération. Bien sûr, chaque année, ces universités sont l'occasion pour vous tous de vous croiser, sauf que nous sommes à 20 mois de la prochaine présidentielle. Est-ce que vous avez prévu de discuter ? Est-ce que vous pourriez cette fois envisager de vous rassembler ? Vous savez, Karine Bécard, on dit souvent que la France Insoumise aura un problème avec le fait de fédérer ou l'unité, comme on dit souvent, mais en réalité, nous posons beaucoup d'actes depuis longtemps pour cela. Bon, d'abord, nos amphis d'été, c'est la 4e édition, et si vous regardez ce que nous avons fait les précédentes années, même des adversaires politiques sont invités pour exprimer leurs pensées politiques et participer au débat. Il ne s'agit pas de la parole officielle de la France Insoumise. La République en marche et les Républicains. Dans toutes les conférences que nous organisons. Mais en tout cas, oui, c'est l'occasion de discuter et toutes les personnes que vous avez citées seront invitées. Ça fait maintenant plus de 2 ans, je crois, que Jean-Luc Mélenchon avait formulé cette proposition de la fédération populaire que nous appelons de nos vœux, c'est-à-dire de pouvoir fédérer autour d'un programme, dans un cadre commun pour l'action, des partis, des associations, des syndicats, pour pouvoir atteindre des objectifs politiques. Donc ce sera encore l'occasion d'en parler lors de ces amphis d'été et c'est pour ça que nous nous réunissons. Donc ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore pris sa décision sur la suite des événements sur la présidentielle de 2022 ? La décision, elle lui appartient. Moi, je souhaite qu'il soit candidat, mais ce qu'il faut voir surtout, c'est la situation inédite dans laquelle se trouve notre pays. La situation suite à la crise sanitaire, la crise économique à laquelle nous faisons face, montre bien qu'il faut opérer une grande bifurcation et que, visiblement, en vue des actes qu'il pose, le gouvernement n'y est pas prêt et ne le souhaite pas. Donc, une fois de plus, en France comme ailleurs, c'est bien le peuple qui sera la solution et qui pourra, vous avez cité l'élection présidentielle en 2022, décider des grandes orientations. En attendant, vous avez cité aussi d'autres échéances. La prochaine échéance électorale, elle se situe en 2021. Au mois de mars, il doit y avoir une élection départementale et régionale. Les deux vont se tenir le même jour. Il y a donc fort à penser qu'il faille plutôt lier ces deux élections et politiser le rendez-vous pour donner envie aux gens de venir voter dans un moment où, on le sait, il y a beaucoup d'abstention. Les scrutins intermédiaires sont les uns les autres marqués par une forte abstention qui révèle en quelque sorte une forme de grève civique. Donc il faut pouvoir donner l'occasion aux Français à la fois de régler leurs comptes dans un scrutin comme celui-ci, mais aussi de mettre en place des mesures concrètes sur la bifurcation écologique et sociale qu'il est nécessaire de mettre en place. Vous savez, la France Insoumise, avant le début de l'été, elle a pris l'initiative elle-même de rencontrer les différentes formations politiques qui pourraient être ses partenaires dans ces prochaines échéances. Nous avons par exemple
compte notamment rencontrer le Parti communiste français, avec qui nous avons défendu à 2 reprises le même programme lors de l'élection présidentielle, mais nous avons rencontré aussi Europe Écologie Les Verts pour évoquer ces scrutins. Nous avons compris qu'ils avaient l'intention de mettre en place des listes qui regroupent, disons, les mouvements écologistes. Le problème que nous avons, c'est que certains membres de la direction d'Europe Écologie Les Verts semblent exclure de ce champ le programme écologiste qui a réuni le plus de voix lors de la dernière élection présidentielle, qui était bien celui de la France Insoumise. Et puis d'autres, comme le maire de Grenoble, Éric Piolle, sont pour que l'on travaille ensemble. Bref, nous attendons d'Europe Écologie Les Verts qu'ils clarifient aussi leur point de vue quant à l'unité. Non, mais c'est bien de demander la clarification dans le camp d'en face, mais on a quand même envie de savoir un petit peu ce qui va se passer chez vous, parce qu'une des vraies questions qui se pose dans cette rentrée, c'est de savoir si Jean-Luc Mélenchon a vraiment envie d'y aller ou pas pour 2022. Quand il explique en juin dernier qu'il est monté dans un train, je le cite, dont il n'arrive pas à descendre, on a quand même un petit peu le sentiment qu'il est fatigué. Non, je crois que si vous observez, y compris les dernières séquences à l'Assemblée nationale, dans les retraites et tout le reste, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon est pleinement à la tâche. Vous savez, la période de confinement a été une période intense de travail pour Jean-Luc Mélenchon, pour les 2 groupes parlementaires, mais pour la France Insoumise en général. Nous avons édité bon nombre de documents qui, je le crois, sont utiles au pays. C'est le cas d'un plan de déconfinement économique pour une bifurcation écologique, un rapport complet sur la gestion de la crise du Covid, et puis surtout, Karine Bécard, nous avons décidé de republier dans une version mise à jour notre programme L'Avenir en commun, car voyez-vous, pour nous, un programme, ça n'est pas juste un objet marketing que l'on sort pour une élection présidentielle. C'est un programme qui, aujourd'hui, si vous le réouvrez, dans sa version mise à jour, répond aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, et même à certains égards, s'agissant par exemple de la situation climatique, peut être considéré comme prémonitoire. Donc on reprend le même candidat et on reprend le même programme, et ça marche pour 2022 ? Non, c'est plus que ça. Vous savez, on va pas en changer à chaque fois. Vous savez, il faut respecter aussi le travail qui a été fait. Il s'agit bien sûr de mettre à jour un certain nombre d'éléments, mais ce programme L'Avenir en commun, qui a réuni 7 millions de voix lors de la dernière élection présidentielle, il est largement issu de la société elle-même. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si 90% des propositions qui sortent de la Convention citoyenne pour le climat figurent dans L'Avenir en commun. Emmanuel Macron a tiré au sort quelques citoyens, il les a enfermés dans une salle pendant quelques semaines, il en résulte à 90% le programme de la France Insoumise. Karine Bécard, c'est bien la preuve que ce que nous avons fait programmatiquement tient la route et est issu directement de la société. Vous savez, à l'heure où tout le monde, face à la situation inédite que nous connaissons, la crise sociale qui résulte de la crise sanitaire, tout le monde va vouloir repartir d'une page blanche. Vous allez en voir certains qui vont jouer l'amnistie politique en changeant complètement leur mot d'ordre. Eh bien, nous avons fait plutôt le choix de la clarté et de la stabilité de nos mots d'ordre, parce que, voyez-vous, nous ne sommes pas des girouettes, et le programme politique de la France Insoumise est un programme adapté aux enjeux du moment. Adrien Quatennens, je voudrais vous soumettre ce courrier que nous a envoyé Mickaël. Il dit « Bonjour, Monsieur Quatennens, Jean-Luc Mélenchon enverra-t-il la relève à sa place en 2022 ou bien sera-t-il trop mégalomane et nombriliste en oubliant l'intérêt commun ?» Qu'est-ce que vous lui répondez à Mickaël ce matin ? Je veux dire à Mickaël d'abord que ce serait vraiment mal considérer les choses que de résumer l'élection présidentielle à la question du candidat. D'abord, vous voyez bien que la question essentielle va être celle de la clarté et du fond, surtout dans le moment que nous vivons. Ensuite, je veux dire à Mickaël, mon avis, c'est que moi je considère que, compte tenu de son expérience et compte tenu des enjeux, des défis auxquels nous faisons face, de mon point de vue, Jean-Luc Mélenchon est le meilleur aujourd'hui pour représenter notre famille politique. Ensuite, s'agissant de la relève, il est vrai qu'en 2017, malgré une campagne qui a été salué par à peu près tous les commentateurs, on disait souvent de Jean-Luc Mélenchon qu'il était l'homme seul. Je crois qu'aujourd'hui, et après les 3 ans de mandat, notamment des groupes parlementaires, et en particulier de celui à l'Assemblée nationale que vous connaissez depuis 3 ans, je pense qu'on ne peut plus dire que Jean-Luc Mélenchon est un homme seul. La relève, elle est disponible. Le mouvement La France Insoumise est composé de plus de 5000 structures de base. Il y a beaucoup de cadres jeunes dans ce mouvement et plus d'une tête en son sein. Donc nous faisons une belle équipe. Je crois que chacun a son rôle à jouer. Mais que plus que la question du casting, c'est bien la question du fond et du programme que nous allons défendre et de la clarté dans un moment, y compris où le peuple s'abstient massivement, qui va être utile. Et moi, je pense, contrairement à Mickaël sans doute, que Jean-Luc Mélenchon est toujours le mieux placé pour représenter notre famille politique et qu'il fera un excellent président de cette 5e République à bout de souffle pour enfin passer à la 6e et faire en sorte que le peuple, par la constituante, puisse redéfinir la règle du jeu qui visiblement est obsolète. Vous me pardonnerez, mais j'ai quand même envie de vous demander aussi, Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon avait fait de vous le coordinateur, et vous l'êtes encore d'ailleurs, le coordinateur de la France Insoumise. Vous êtes le patron du parti. Est-ce qu'il y a eu, on a le sentiment en tout cas, qu'il y a eu une succession manquée entre vous deux ? Oui ou non ?
Non, pas du tout. D'abord, j'ai souvent lu que j'étais numéro 2 derrière Jean-Luc Mélenchon, mais vous supporterez que dans une grande machine comme la nôtre, il y a plus que 2 têtes en réalité auxquelles on pourrait s'intéresser. Non, d'abord, Karine Bécard, désolé pour cette précision que je fais à chaque fois, mais nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes un mouvement avec une forme qui est particulièrement innovante, où effectivement nous sommes fédérés autour de l'action sur la base d'un programme. Et cette forme particulière fait que parfois nous sommes difficiles à analyser. Depuis 2019, le mouvement qui est évolutif est structuré autour de ce qu'on a appelé ces espaces, c'est-à-dire en gros des cadres de décision pour les tâches concrètes qu'il faut accomplir, et j'en suis le coordinateur. Mais vous voyez bien qu'il y a énormément de visages que vous avez vus apparaître à l'occasion des dernières échéances, et ce sera encore le cas à l'avenir. Alors, je voudrais bien sûr qu'on parle aussi du plan de relance. Adrien Quatennens, il sera présenté par le gouvernement mardi prochain. 40 milliards iront pour la rénovation industrielle, 38 milliards iront pour le chômage partiel, 30 milliards pour la transition écologique. Est-ce que vous auriez réparti cet argent autrement ? D'abord, dire une chose, c'est qu'il y a un plan de relance qui nous est présenté sans politique de relance, sauf à considérer que saupoudrer d'aides sans contrepartie écologique et sociale les entreprises va relancer l'économie. Je pense que c'est une impasse absolue. Ce qu'il convient de faire en réalité, c'est de diriger, de planifier, d'organiser l'investissement public autour d'objectifs qui sont précis. Ce n'est pas en distribuant des aides publiques sans contrepartie qu'on va relancer l'économie de ce pays, j'en suis persuadé. Nous avons présenté... Le gouvernement dit quand même qu'il y a des contreparties. Enfin, pardonnez-moi, je suis obligé de... Pardon, Karine Bécard ? Le gouvernement dit quand même qu'il y a un certain nombre de contreparties. Et d'ailleurs, ça s'entend dans la bouche d'un certain nombre de patrons d'entreprises. Il n'y a aucune contrepartie dans la loi. À chaque fois, le gouvernement, comme on l'a entendu récemment du Premier ministre, demande par exemple aux entreprises de faire des efforts sur les dividendes versés aux actionnaires. En réalité, il n'y a rien de concret là-dedans. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, on se figure, comme l'a d'ailleurs très bien dit Emmanuel Macron, qu'il suffirait d'aider financièrement des entreprises pour relancer l'activité, voire même pour qu'elles procèdent à des transitions, comme par exemple la transition écologique. C'est une erreur. Sans compter en plus que, du seul point de vue de l'argent qui est mis sur la table, c'est très peu, Karine Bécard. On parle de 100 milliards, mais vous savez que dans le détail, en réalité, beaucoup de cet argent a déjà été dépensé lors des précédents plans de financement rectificatifs. C'est donc un simple effet d'annonce. Et quand la France, qui vient de perdre, qui a perdu 11 points de produit intérieur brut, propose un plan de relance de 2 points, comparé avec la situation de l'Allemagne, qui elle n'a perdu que 6 points de PIB et met 20 points d'injection dans son plan de relance. Donc c'est clairement un effet de communication qui n'est pas à la hauteur de la situation économique que nous connaissons. Je le redis, au début de l'été, et d'ailleurs il est disponible, nous avons présenté un plan de déconfinement économique pour une bifurcation écologique qui poursuit 2 objectifs, Karine Bécard. Le premier, c'est le plein emploi, car nous n'y renonçons pas, et la planification écologique. Comment faire ? D'abord, assumer que, enfin, et comme le dit d'ailleurs le puissant syndicat de la métallurgie allemande qui a pris position là-dessus et dont on ferait bien de s'inspirer, qu'il faut partager le temps de travail. La productivité a tellement augmenté que l'on doit assumer de dire que pour lutter contre le chômage de masse, il faut travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. On peut imaginer appliquer enfin réellement les 35 heures dans ce pays et passer à la semaine de 32 heures, par exemple, pour la semaine de 4 jours. Nous défendons une 6e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans. Et pour créer de l'activité et de l'emploi, rien de tel que la véritable bifurcation écologique, pas la croissance verte comme le veut Emmanuel Macron, qui se figure que simplement en donnant des aides publiques, les choses vont se faire. Une véritable transition planifiée, organisée. Regardez simplement la transition agricole, la transition énergétique, l'économie de la mer que nous appelons de nos voeux. Ce sont de grands chantiers importants qui pourraient créer des millions d'emplois. Voilà ce qu'il conviendrait de faire. Une véritable politique planifiée, un vrai plan de relance et pas cette comédie que nous présente le gouvernement dans laquelle d'ailleurs il n'y a rien pour soutenir la consommation des ménages, ni rien pour mettre à contribution les plus hauts revenus, alors que vous savez qu'il est bien là le principal problème que nous avons. J'en termine, Karine Bécard, mais en 10 ans en France, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%, quand dans le même temps, l'investissement productif n'augmentait que de 5% et le salaire minimum de 12%. Je crois qu'avec ces indicateurs, tout est résumé. On ne relance pas une économie avec de tels niveaux de répartition de la richesse produite. Alors au standard, on a Gérard André qui aimerait bien vous poser une question. Vous êtes le bienvenu, Gérard André, je vous dis bonjour. On vous écoute.
Eh bien, écoutez, vous m'écoutez, c'est-à-dire, je suis à l'antenne. Vous êtes à l'antenne et vous pouvez poser votre question. Je vous salue, je vous dis bonjour. Je trouvais que je ne savais pas que j'allais être aussi rapidement à l'antenne. Vous voyez comme ça va vite. Le mot des insoumis, mais tant mieux. Le mot des insoumis me semblait de plus en plus inapproprié parce que j'ai plutôt l'impression que les insoumis sont dans un moule, ils se sont dressés dans un moule, dans une ambiance particulière. Et je voulais intervenir en particulier par rapport au monde du spectacle et des intermittents et aux structures culturelles qui sont durement touchées par la crise. Et là, il me semble que les insoumis sont très très discrets ou pas suffisamment, de toute façon, intervenant pour pouvoir demander à ce que le gouvernement ou protester. Donc je ne suis pas informé de tous les détails, mais quand même, je trouve que c'est absolument incroyable que les insoumis soient assez... On a compris. Mais merci en tout cas pour vos deux commentaires qu'on soumet à Adrien Quatennens. Donc, vous êtes rentré dans le moule et on ne vous entend pas suffisamment sur la question culturelle. Qu'est-ce que vous répondez à Gérard André ? Bon, je sais pas dans quel moule il s'agirait de nous faire rentrer, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Non, pour répondre à la question de Gérard sur la situation sanitaire et les impacts qu'elle a sur la culture, bon, il est très clair que la crise sanitaire a un impact dans tout un tas de milieux économiques et particulièrement, on l'a vu, sur les intermittents du spectacle et le monde de la culture. Alors, on a entendu que certains souhaitaient que les jauges puissent être revues à la hausse. Il est clair que personne ne peut comprendre les restrictions qui sont imposées partout, mais dans lesquelles nous avons des exceptions, comme par exemple au Puy du Fou, on voit que des spectacles de plus de 9000 personnes peuvent continuer à être organisés, alors que des théâtres et des salles de concert ne peuvent pas ouvrir. Mais bon, la priorité, c'est la situation sanitaire et le soutien aux acteurs économiques qui sont empêchés à cause de la situation sanitaire. De la même manière que l'État a mis en place des dispositifs tels que les dispositifs de chômage partiel, il faut pouvoir soutenir massivement le secteur de la culture qui pâtit particulièrement de cette situation. J'attire votre attention, Karine Bécard, sur le fait que à l'Assemblée nationale, à l'aube du déconfinement, quand Jean-Luc Mélenchon parlait du risque d'une seconde vague et de la nécessité de planifier, beaucoup lui riaient au nez. Et aujourd'hui, on voit que les indicateurs sanitaires attestent de la réalité de cette situation. Il faut donc respecter les gestes barrières et il faut procéder à la planification sanitaire. Mais ça y est, on va planifier. On va avoir un commissaire au plan qui s'appelle François Bayrou. Vous avez été entendu. Qu'a prévu le gouvernement pour qu'on ne reconnaisse pas la situation dramatique que nous avons connue à l'hôpital où nos soignants se sont parfois trimballés en sac poubelle? Quel est son plan véritablement? Et puis j'alerte aussi sur la nécessité maintenant, définitivement, de faire en sorte que les masques soient gratuits. S'ils sont obligatoires, ils doivent être gratuits. J'ai entendu que beaucoup disaient que les Insoumis proposaient à leur tour la gratuité des masques. Je voudrais rappeler qu'à l'Assemblée nationale, c'est dès le 12 mai que mon collègue Bastien Lachaud, avec le groupe parlementaire, a proposé une loi pour la gratuité des masques. Et je veux alerter sur votre antenne Madame Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui, à cette heure, prend des mesures pour protéger les salariés sur le lieu de travail face à l'épidémie, mais qui vient, et c'est une honte, de sanctionner Anthony Smith, un inspecteur du travail qui avait été mis à pied par Madame Pénicaud, pour précisément avoir fait son travail, c'est-à-dire exiger que les salariés puissent bénéficier de protection sur le lieu de travail, c'est-à-dire ce qu'Elisabeth Borne dit souhaiter désormais. Elle doit renoncer à ces sanctions et procéder à la protection des travailleurs face à l'épidémie. On repart en standard. On retrouve Ahmed qui voudrait vous poser une question également. Bonjour Ahmed, vous êtes le bienvenu sur Inter. Bonjour. Voilà ma question à Adrien Quatennens. Vous portez quel regard sur le fait qui me paraît de plus en plus évident, qu'il y avait plusieurs thématiques importantes dans le programme L'Avenir en commun, qui sont aujourd'hui reprises par les uns et les autres, mais sans rendre honneur. Par exemple, on parlait, nous, dans le programme L'Avenir en commun, de planification écologique, et puis là, on s'apprête à nommer un commissaire au plan, ce qui est une bonne chose. Après, tout dépend de ce qu'on en fera. Dans l'Avenir en commun, toujours, on prévoyait 100 milliards de dépenses sur 5 ans, ce qui était jugé complètement irresponsable. On disait qu'on allait raser gratis, etc. Et puis là, cette année, en raison certes de la situation, c'est 100 milliards à un an. Donc finalement, ce qu'on proposait était tout à fait réalisable et pertinent. Et puis ici et là, c'est repris, mais sans qu'on puisse nous rendre honneur pour ça. Merci voilà. Ahmed. Alors est-ce que vous faites voler vos bonnes idées, Adrien Quatennens ?
Écoutez, nos idées sont là pour être mises en partage, mais je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est souvent le sentiment que nous avons. Bon, en tout cas, moi, je salue la décision du gouvernement de mettre en place un haut commissariat au plan. Je veux dire, c'est une victoire culturelle incontestable pour la France insoumise. Ça fait depuis 2016 que nous expliquons que face aux grands enjeux auxquels nous sommes confrontés, il va falloir planifier, et notamment s'agissant de la crise climatique, Karine Bécard. Quand les scientifiques nous disent « vous n'avez plus que 10 ans pour inverser la tendance à l'échelle de toute l'humanité », personne ne peut croire qu'on va attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. Oui, nous croyons à l'État et à l'organisation, à la planification. Vous avez vu la situation en matière d'écologie. Le premier semestre 2020 a été le plus chaud jamais enregistré en France et l'essentiel des épisodes de chaleur mesurés depuis 1947 ont eu lieu ces 30 dernières années. La situation de l'eau aussi, et suite aux épisodes de sécheresse que nous avons connus, l'ONU estime que 4 milliards de personnes vont vivre dans des régions en manque d'eau en 2030. Bref, face à tous ces enjeux, il est clair qu'il faut organiser, qu'il faut planifier. Visiblement, ce sera la tâche de Monsieur Bayrou. On ne sait pas encore ce qu'il va planifier véritablement, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, Vous avez l'air c'est sceptique. que Je vous entends plan de sourire. Vous avez l'air sceptique. Non, c'est un bon signal qui est envoyé. Maintenant, nous C'est la bonne attendons personne ou pas d'en voir le contenu. En tout cas, la nomination de François Bayrou montre que visiblement Emmanuel Macron attache de l'importance au rôle qu'il veut lui confier. Ça tombe bien. Je vous dis, je l'ai sous les yeux et puis je vous invite à aller le découvrir. Nous avons à proposer au gouvernement un plan de déconfinement économique. Et puisqu'il s'agit de planifier, eh bien, nous pourrions y participer. Alors, dans ce plan de déconfinement, qu'est-ce que vous dites sur les écoles, par exemple? Est-ce qu'effectivement, il faut un petit peu alléger le protocole et est-ce qu'il faut que les enfants soient masqués? C'est ça, ce à quoi doit ressembler la rentrée? Il faut tout faire pour éviter le pire pour faire face à l'épidémie, c'est-à-dire une situation de reconfinement telle que celle que nous avons connue. Oui, mais ça veut rien il faut dire. respecter Concrètement, on strictement fait les quoi? protocoles sanitaires. Oui, concrètement, à l'école, par exemple, si les scientifiques, si les médecins jugent que c'est un lieu où il y a un risque de contagion et que le port du masque et les mesures de distanciation permettent de l'éviter, alors oui, faisons-le. Et puis parfois, nous aurons aussi affaire à des endroits précis, des territoires sur lesquels l'épidémie sera en telle résurgence qu'il faudra peut-être procéder à des reconfinements partiels. En tout cas, nous devons éviter à tout prix, y compris pour les conséquences que ça a, de devoir revenir à un reconfinement général. Alors il y a des mesures à prendre pour cela. Vous voyez, vous parliez en ouverture de notre interview des amphis d'été de la France insoumise. Autant vous dire que ce rendez-vous se tient dans un contexte sanitaire particulier. Donc nous-mêmes, nous avons dû nous plier à un protocole sanitaire que nous avons mis en place, qui a été d'ailleurs validé par la préfecture de la Drôme. Nous allons même plus loin que ce que propose le gouvernement. Nous avons choisi pour cela un grand parc arboré. Il y aura des marquages au sol, les masques obligatoires sur l'ensemble du site, du gel hydroalcoolique, de la prise de température au pistolet numérique. Bref, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut pour que la vie puisse continuer, y compris la vie politique, sans prendre de risques. Je crois que c'est le plus important. Merci Adrien Quatennens d'avoir été l'invité ce matin sur France Inter. Je vous souhaite une excellente journée.